Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jeanne Bory, je suis déléguée régionale du mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes et je souhaite la bienvenue à ce webinaire. Alors, cette semaine d'événements en ligne est organisée par le mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes qui regroupe les principaux réseaux associatifs de la région, qui eux-mêmes rassemblent les associations des principaux secteurs d'intervention des associations, le sport, le secteur de la santé, sanitaire et sociale, le tourisme social, la culture, l'environnement, l'éducation à l'environnement et au développement durable, le développement rural, la jeunesse, l'éducation populaire, les épiceries sociales et solidaires. Et ensemble, nous défendons les valeurs, les intérêts des associations. Nous faisons valoir les atouts, les spécificités, la plus-value de l'action associative pour lui donner une meilleure visibilité et en particulier auprès des décideurs publics en région. Et c'est bien en ce sens-là que nous organisons ces 4 rendez-vous en ligne qui ont pour ambition de nourrir les réflexions sur les relations entre associations et collectivités, d'illustrer, de donner à voir le rôle des associations face à la crise et aussi de proposer des ressources aux élus, à leurs équipes, pour construire des partenariats durables et pertinents avec les acteurs associatifs pour des territoires plus forts et particulièrement dans ce contexte de crise actuelle. Alors, avant de présenter nos intervenants du jour, je vais vous donner quelques informations techniques pour profiter pleinement de ce webinaire. Vous pourrez participer avec nous aux échanges avec les outils d'interaction. Alors, vous avez un chat, c'est le petit icône bulle en bas de votre écran. Alors, par contre, pour poser des questions aux intervenants, nous invitons à utiliser l'onglet Q&R, donc questions et réponses. Nous efforcerons de répondre à vos questions posées par écrit au fur et à mesure des interventions. Et nous pourrons aussi prendre quelques questions à l'oral à la fin. Alors, avec nous aujourd'hui, pour croiser le regard sur le partenariat entre associations et communautés de communes en milieu rural, nous avons invité Pascal Manfredi Villefort, qui est vice-présidente à l'enfance, jeunesse, service à la population de la communauté de communes du pays de Baume-Drobie. À ses côtés, Valentine Dalfium, coordinatrice du pôle enfance, jeunesse, famille à la communauté de communes du pays de Baume-Drobie. Franck Bréchon, coordinateur du pôle culture, patrimoine et lecture publique à la communauté de communes du pays de Baume-Drobie. Nous avons également autour de la table de l'écran Julie Chevalier de l'association L'Île aux enfants et Sébastien Chevalaz, qui est directeur de l'association L'Art d'Enfer. Cet échange sera animé par Daniel Demoustier, économiste, spécialiste de l'ESS, à qui je laisse la parole. Merci Jeanne. Bonjour à toutes et à tous. Cet échange, nous vous proposons de l'organiser en 2 temps. Un premier temps, à partir de l'exemple d'un partenariat très construit sur la communauté de communes de Baume-Drobie, dont on peut tirer, je pense, un certain nombre d'enseignements. Et dans un deuxième temps, nous ferons un focus plus précis sur la situation engendrée par la crise sanitaire de cette année, pour voir effectivement quelles sont les incidences de la crise sur les relations entre associations et collectivités publiques, et à l'inverse, éventuellement de voir si la crise a ouvert de nouvelles opportunités qui modifient les relations et si celles-ci seront modifiées de façon durable. Voilà. Donc, dans un premier temps, nous allons partir de cet exemple particulier, qui est le mois de la création, qui est de la créativité, pardon, organisé sur cette communauté de communes. Et je vais laisser la parole donc aux représentants de la communauté de communes pour qu'ils nous présentent brièvement, si possible, la genèse et le contenu du projet, et en mettant particulièrement l'accent sur les relations avec les associations. Donc, je vais prendre la parole. Donc, Pascal Manfredi. Donc, le mois de la créativité, il a été co-organisé avec les services enfance-jeunesse de la communauté de communes et le service culturel de la communauté de communes, mais aussi avec l'association L'Île aux enfants, dans le cadre d'un projet éducatif global de la communauté de communes Baume-Drobie. C'est un événement qui est annuel, qui est organisé à destination des enfants, des familles du territoire, en partenariat avec les établissements scolaires, les associations de parentalité, les services enfance-jeunesse et les structures culturelles. En 2019, il y a de nombreux habitants bénévoles qui ont participé à l'organisation. Et en 2020, le partenariat s'est élargi aux EHPAD, essentiellement, ce qui a pu se mettre en place pour permettre de travailler sur bon, vous m'avez compris, intergénérationnalité. C'était la 4e édition
il a été décidé conjointement de travailler sur le thème du cirque cette année, avec une série d'événements qui ponctuaient le projet, des interventions, des ateliers, des conférences, des spectacles, des expositions, avec le festival Créamôme pour clôturer le projet, et qui générait de nombreux ateliers avec les enfants, les parents, avec des stands, des expositions et des spectacles. Voilà ce qui devait être fait, puisque tout n'a pas pu être fait, justement. On va revenir sur l'actualité, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler très, très succinctement quels étaient les motifs, les motivations à l'origine de ce projet? Eh ben, c'était dans le cadre d'un projet éducatif global, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire sur le territoire au niveau de l'enfance-jeunesse et comment lier l'enfance-jeunesse avec la culture et tout ce qui peut se faire autour et développer tout l'aspect, l'accessibilité, je dirais, à tout un côté culturel pour un public ciblé. Plus ou moins ciblé, parce qu'il était relativement élargi finalement. On est déjà dans un projet transversal entre tout à fait. les services enfants-jeunesse et les actions culturelles. C'est ça? C'est bien ça? Tout à fait, oui. D'accord. Est-ce que je peux donner la parole maintenant aux deux associations qui sont ici comme représentants du mouvement associatif qui est plus large, si j'ai bien compris. Le nombre d'associations associées sont plus nombreuses. Et d'abord, à l'association qui, si j'ai compris, est un partenaire permanent, L'île aux enfants, s'il vous plaît. Madame Chevalier, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu à la fois le projet global de votre association et son mode d'intervention dans cet événement? Oui, alors du coup, nous, on est une association de soutien à la parentalité. Donc, on mène différentes actions pour les familles sur le territoire, que ce soit des lieux d'accueil, des ateliers à destination enfants-parents, à destination des parents, des séances de cinéma jeune public. Et du coup, on a un partenariat déjà avec la communauté de communes Vendredi dans le cadre de ces actions-là. L'identité un peu de l'association, c'est que du coup, toutes les actions qui ont été mises en place ont été mises en place avec les habitants du territoire en fonction des besoins des familles et en co-construction avec elles. C'est-à-dire qu'on a 45 bénévoles actifs au sein de l'association qui participent à mettre en place les actions, à accueillir les familles sur les lieux d'accueil. Et plus particulièrement, du coup, il y avait déjà un lien assez fort entre la communauté de communes et l'association dans le cadre de ces actions-là. Et du coup, le fait qu'on soit déjà dans cette démarche de partir des besoins du territoire et de co-construire avec les habitants nous a amené à travailler sur le projet culturel avec la communauté de communes sur la co-organisation de l'événement dans sa globalité et également sur l'implication des habitants sur plus particulièrement le temps fort qui clôt ce mois et qui est un événement festif et culturel qui a lieu sur une journée, en début novembre. Et quelle forme prend ce partenariat entre la communauté de communes et votre association? Pardon, j'ai pas entendu. Quelle forme prend le partenariat entre la communauté? C'est un partenariat pérenne, si j'ai compris, entre la communauté de communes et votre association? Oui, c'est un partenariat. C'est pas une convention annuelle, par exemple, si? Alors, du coup, dans le cadre de nos actions de soutien à la parentalité qui ont lieu tout au long de l'année, on a 2 conventions avec la communauté de communes. Oui, mais du coup, là, je ne sais pas si je rentre dans les détails, parce que du coup, c'est vraiment en lien avec les politiques parentalité et enfance-jeunesse qui ont lieu. Donc, que ce soit dans le cadre du lieu d'accueil enfants-parents, donc dans le cadre des conventions enfance-jeunesse. Et après, on a une autre convention qui s'appelle le label 07, qui est bien spécifique à toutes les autres actions de soutien à la parentalité que l'on met en place. Et après, voilà. D'accord. Il y a une question sur l'emplacement de cette communauté de communes. Est-ce que vous pouvez nous la présenter très rapidement? Je fais une toute petite parenthèse par rapport au débat, parce que c'est une question de participants. Cette commune se trouve dans le sud de l'Ardèche. Et les villes principales, Joyeuse notamment? Oui, Joyeuse.
Maintenant, je me tourne vers Monsieur Chevalaz, hein, dont l'association intervient à un autre titre. Oui, alors nous, on est un pôle itinérant des arts du cirque, donc une école de cirque, mais qui a la spécificité de mettre l'outil cirque au service de problématiques spécifiques. Alors, ce qui est un peu particulier par rapport à l'association L'île aux enfants, c'est que nous, on n'est pas, notre ancrage se fait à une échelle plus large que le territoire de la communauté de communes. On est sur 4 communautés de communes différentes. Et ce qui est un peu spécifique aussi dans notre mode d'intervention sur le territoire, c'est que on se présente aux collectivités, et donc notamment les communautés de communes, comme étant une ressource du territoire. Donc, pour ça, on a 3 axes d'intervention. Le cirque social, voilà, ce qu'on appelle, nous, cirque social, c'est des interventions dans le cadre de l'insertion jeunesse, dans le cadre du handicap, en direction des publics empêchés, donc soit empêchés économiquement, soit culturellement. Voilà, et les publics jeunesse. Et puis ensuite, l'autre axe, c'est l'école de cirque. Là, on travaille avec les habitants dans le cadre des loisirs, avec les écoles, et puis dans le cadre péri-extrascolaire, également dans le cadre de la parentalité. Et puis le dernier pôle, c'est le pôle de ressources. Pôle de ressources, l'idée, c'est vraiment de mettre à disposition nos outils, donc tout simplement par exemple les chapiteaux qu'on installe sur ces territoires, les mettre à disposition des associations ou des collectivités. Et puis un pôle artistique qui est en train de se développer fortement, où là l'idée c'est d'accueillir des compagnies en résidence. Voilà, des compagnies, des artistes, et de faire le lien ensuite entre ces compagnies et le territoire. Donc ce lien va se faire notamment avec tous les projets qu'on va pouvoir développer sur le territoire en lien avec les centres de loisirs, les associations, les centres sociaux, voilà. Donc voilà en gros la description de notre association. Voilà. Le lien avec la communauté de communes, donc nous, il se fait essentiellement via ce temps fort, enfin ce temps-là qui est organisé, donc le mois de la créativité. Voilà. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais. Oui, mais je crois que c'est intéressant qu'on approfondisse un peu cette relation tripartite. Enfin, ici, il y a une tripartite, hein, avec une communauté de communes qui a une vraie stratégie, hein, une association qui a une relation, je dirais, durable avec cette communauté de communes, et une association qui intervient d'une certaine manière plus ponctuellement, même si le ponctuel est probablement pas simplement sur une seule action. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu mieux comment se construit ce lien, sur quelle base, et quels sont les avantages de ce type de lien? On reste avec vous et on remontera avec les autres. Ouais, d'accord. En gros, la manière dont ça s'est construit. Nous, voilà, on est identifié comme étant une structure ressource. La communauté de communes s'engage sur une thématique autour des arts du cirque. Donc, elle entre en contact avec nous. Et là, et c'est une chose qui est très intéressante là, qu'on ne vit pas forcément sur les autres territoires, dans les autres communautés de communes où on travaille, c'est que là, il y a un temps, alors c'est tout bête, hein, mais c'est un temps qui réunit d'un côté notre structure. Alors, je précise qu'il y a une autre structure à laquelle on est associé dans ce travail, c'est la Cascade, qui est pôle national des arts du cirque et qui est implanté également en Ardèche. Voilà, nous, on est positionné comme structure ressource. Et en face de nous sont positionnées les structures du territoire. Donc, les centres sociaux, centres de loisirs, la crèche, relais d'assistante maternelle, les associations implantées localement, comme l'île aux enfants. Et là, il y a un temps à la fois de présentation de ces ressources, d'une part, et d'autre part, de présentation des besoins aussi, des besoins ou des envies des acteurs du territoire. Et durant cette rencontre qui est essentielle, va naître du coup un projet, va se dessiner un projet qui va être travaillé ensuite pendant plusieurs mois et qui va donner, du coup, qui va donner lieu à la construction de ce temps-là organisé autour
d'événements culturels, mais d'ateliers de pratiques artistiques, donc de spectacles, de temps de conférences, etc. Voilà. Mais ce qui est vraiment intéressant là, dans ce cheminement pour nous, c'est qu'à un moment, il y a vraiment ce temps-là avec une coordination qui est organisée par la communauté de communes et qui permet vraiment le développement d'une stratégie vraiment d'intervention sur le territoire. Ça, c'est quelque chose qu'on rencontre pas forcément sur les autres communautés de communes. Et vraiment, nous, on voit que ça change tout, en tout cas au niveau des retombées ensuite qui vont retomber sur le territoire. Donc on voit bien ici cette construction collective du projet. Julie Chevalier, est-ce que vous pouvez nous dire comment votre association, elle, se positionne dans ce temps de coordination? Comment elle se positionne? En fait, c'est ça, c'est… Un peu plus fort, s'il vous plaît. Pardon? Peut-être plus fort, s'il vous plaît. Oui. Du coup, comment on se positionne? Est-ce que vous pouvez préciser la question? Dans ce temps de coordination, hein, comment est-ce que votre association se positionne? Puisque vous ne vous positionnez pas comme un prestataire, hein, comme l'association de cirque. Non. Non, bah, du coup, là, on est vraiment dans la co-construction, en fait, en partenariat avec le service enfance-jeunesse et le service culture de la communauté de communes. Donc, on va imaginer puis mobiliser les acteurs du territoire donc ensemble, et puis du coup, ça permet d'avoir quelque chose de plus riche, quoi, le fait de faire ça ensemble avec chacun aussi notre réseau, en fait. Est-ce que vous pensez que ça permet de mobiliser plus de monde sur le territoire? C'est un territoire très rural, hein, avec une faible densité de population, si j'ai regardé un petit peu, hein, donc des gens qui sont assez dispersés sur le territoire. Est-ce que c'est un avantage pour ce type de territoire? Oui, complètement. Le fait déjà, il y a plein d'autres structures qui sont impliquées dans le projet, et du coup, ça permet de démultiplier aussi les réseaux de communication pour que l'information puisse circuler au mieux et toucher le plus d'habitants possible, et notamment les actions sont aussi itinérantes en fait sur le territoire, et du coup permettre de toucher, répondre en partie à cette problématique d'un habitat qui est très dispersé, quoi. Et une mobilité qui n'est pas évidente non plus sur le territoire. Alors, je me retourne de nouveau vers la communauté de communes. Est-ce que par rapport à ces témoignages d'associations, vous pouvez compléter un petit peu la réflexion sur les atouts, et notamment de cette production collective, hein, de ces temps de coordination qui intègrent aussi, hein, les associations qui vont intervenir plus ponctuellement que celles qui sont en relation durable avec vous? Oui, du coup, non, moi je voulais juste faire une petite précision. Donc, la communauté de communes, c'est 19 communes pour 8600 habitants. Voilà, du coup, pour resituer un peu dans le sud de l'Ardèche, donc autour de la commune de Joyeuse. Et un peu, voilà, un peu de communes de montagne, du coup. Du coup, ce que ça permet de travailler avec les associations, c'est justement quand on est une collectivité, on a effectivement, c'est relativement structuré avec des conventions, des cadres, des structures, etc. Mais par contre, le travail avec les habitants et avec les familles, c'est quand même quelque chose qui est moins évident pour nous. Et c'est vraiment, pour moi, vraiment quelque chose qui est la richesse de ce partenariat et de cette co-organisation avec l'association L'Île aux enfants pour le mois de la créativité, en tout cas. Vous pouvez être un petit peu plus précis sur les modalités, par quel type de contrat, quel type de convention tout ça se construit? En fait, on construit le partenariat durable de fond, on va dire, avec l'Île aux enfants et la communauté de communes est établi par convention, mais après, le fonctionnement autour du projet, que ce soit avec l'association L'Art d'en Faire ou avec
l'île aux enfants. Donc la construction du projet, ça ne fait pas l'objet d'un contrat ou d'une convention. On finalise ça par un accord de fonctionnement, comme ça. Et le travail avec l'île aux enfants se construit de cette manière, et le travail avec l'île aux enfants, avec l'Art d'Enfer se construit de la même manière. Pour l'Art d'Enfer, puisqu'il y a directement une relation financière, puisqu'on finance leur intervention. Là, il y a émission d'un devis. Quand on est au moment de commencer, on a signé le devis une semaine avant de démarrer, parce qu'il fallait signer ça, qu'on avait calé toute notre affaire, que financièrement on connaissait le montant, donc on a signé le devis, on a passé commande de la prestation, et d'un point de vue formel dans nos relations, c'est tout ce qu'il y a. On est sur des relations humaines et de travail, plus que sur des relations formelles. Tant et si bien que la définition, par rapport à la question précédente, la définition du rôle de chacun, elle n'est pas non plus formalisée. On n'a pas un document cadre qui nous dit un tel fait ça, un tel fait ça, un tel fait ça. On se met ensemble et on travaille ensemble. Voilà. Et après, chacun prend sa part dans la mesure où on considère que tel ou tel partenaire, tel ou tel service de la communauté de communes ou telle association extérieure est plus à même de porter tel aspect du travail. Et ça se fait naturellement. Est-ce que ça veut dire que sur un milieu rural comme le vôtre, malgré les distances géographiques, il y a une certaine proximité avec les associations et une relation de confiance qui s'est construite avec le temps? Pour ma part, oui. Non, mais oui, c'est évident qu'au niveau de la politique de la communauté de communes, vu le territoire effectivement où il faut vraiment considérer qu'il y a une zone de bourg-centre avec Joyeuse, l'Argentière, la Blachère, qui sont 3 gros villages, et après que des communes de montagne, donc très dispersées. Il y a vraiment une politique de travailler avec les acteurs du territoire en général, quoi. Et donc quand il y a des associations sur le territoire, on essaie d'être toujours à l'écoute des besoins et des demandes du territoire. Et pour ça, les choses se font assez naturellement, parce que, comme disait Valentine, on n'est jamais que 8600 habitants sur ces 18 communes, donc en fait tout le monde se connaît un peu, et quand il y a des idées qui émergent, on cherche à travailler, voir comment on peut travailler ensemble, et après les choses, comme dit Franck, se font presque naturellement ensemble. Voilà, il faut voir tous les aspects, on va dire financiers et organisationnels, mais il n'y a pas de frein politique, il n'y a pas de frein de guéguerre, de clan, d'esprit. Moi, je ne le ressens pas du tout, en tout cas sur notre territoire actuellement. Et du coup, naturellement, les associations vont facilement pouvoir travailler avec une collectivité. Ça peut être avec une commune, hein, ça peut être là, en l'occurrence, pour le mois de la créativité avec la communauté de communes, mais avec les communes, ça fonctionne aussi bien comme ça sur notre territoire. Et est-ce qu'au niveau financier, est-ce que vous utilisez les appels à projets, les conventions pluriannuelles d'objectifs? Quels sont pour d'autres projets que celui du mois de la créativité, d'habitude, qu'est-ce que vous utilisez comme outil financier par rapport aux associations? Au niveau de l'enfant-jeunesse, il y a plusieurs sources. Nous, on a des dispositifs qui s'appellent les contrats enfants-jeunesse, qui sont des conventions d'objectifs sur 4 ans avec la CAF, en fait. Ça, voilà. C'est quelque chose qui existe depuis toujours. Après, on peut répondre à de l'appel à projets plus ponctuels, et notamment sur le mois de la créativité, où, voilà, après, en fonction du projet que l'on monte, on répond. Et en fait, moi, sur le volet réseau d'écoute et d'aide et d'accompagnement à la parentalité, donc le REAP, où là, on a un financement conjointement avec l'EAC, qui permet justement de financer les actions qui ne sont pas finançables dans le cadre de l'EAC. Et sur le volet culturel, en fait, il y a 2 niveaux de réponse. Effectivement, la collectivité est en convention avec des partenaires, État, département, principalement, pour piloter un certain nombre de projets, dont des projets d'éducation artistique et culturelle. On peut répondre à un certain nombre d'appels à projets, mais nous, dans les outils qu'on met en place sur le territoire vis-à-vis des associations, on n'a pas mis en place d'appel à projets. On est plutôt sur le fait d'intégrer les associations dans nos différents projets en fonction de ce qu'elles peuvent apporter au projet, de ce qu'on peut construire ensemble autour de ces projets. Ça, c'est un aspect. On a un certain nombre de conventions pluriannuelles d'objectifs avec des associations
qui sont bien établies, qui sont structurantes et qui travaillent en profondeur sur le territoire, dans différents champs, les arts plastiques, la musique par exemple, prochainement j'espère le cirque si on a les moyens de conclure, les moyens financiers de conclure la convention, ou le théâtre par exemple. Et puis sinon on est sur de l'accompagnement au projet, où là une structure associative ou pas associative au demeurant, mais un porteur de projet culturel vient nous voir en disant j'ai tel projet, donc j'ai besoin d'un financement, et en fonction du projet et de son intérêt, on apporte un financement, une subvention, mais sans entrer dans un système d'appel à projet à proprement parler. Nous, on répond à des appels à projet, mais on n'en inflige pas à nos partenaires. Et concernant les modes d'évaluation, est-ce que vous avez des soucis particuliers, des modalités particulières pour évaluer, ou en fait l'évaluation elle se fait de façon assez informelle, comme beaucoup de relations que vous établissez? Non, mais si, parce que les financeurs nous demandent des évaluations, donc on a des documents types à remplir, que ce soit d'un point de vue quantitatif ou qualitatif. Et on essaye de toute manière de faire une réunion, enfin un bilan avec tous les partenaires après, à la fin du projet. Ouais. Alors, personnellement, moi je redoute la notion d'évaluation comme la peste, parce que ça a souvent un caractère hyper normatif. Et c'est très simple de répondre à des outils d'évaluation, parce que on répond comme… en fait, la question est suffisamment précise pour qu'on comprenne la réponse dans la question. Donc, ça n'a pas pour moi beaucoup de sens. Donc, effectivement, on répond à des outils d'évaluation, on remplit des outils d'évaluation pour nos propres politiques vis-à-vis de nos partenaires, mais là aussi, pour moi, sur ce qu'on fait sur le terrain, la meilleure évaluation, c'est de se mettre autour de la table et de se dire, entre partenaires, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, c'est d'être sur place et de sentir les choses. Et quand on voit toute une salle qui sort avec le public, qui sort avec le sourire aux lèvres, qui a passé une bonne soirée, on sent que les choses ont adhéré humainement parlant, ont pris humainement parlant. Personnellement, je me contrefiche des outils d'évaluation formels. Ce qui compte, c'est que ça marche derrière. Et ça, c'est un côté humain qu'on ressent en étant sur place. Et ensuite, on croise ces ressentis, on croise ces retours personnels pour avoir non pas une évaluation formelle du projet, mais avoir un bilan du projet. Et c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un bilan humain, qualitatif, qu'une évaluation qui finit toujours, aujourd'hui on le voit malheureusement, par devenir une évaluation quantitative. On finit toujours par entrer l'évaluation dans un tableau Excel. Et là, c'est mort. Alors pour clore ce premier temps, je me retourne vers les associations. Et comment vous appréciez, vous, cette relation à la fois, on a vu en termes de co-construction, en termes de coordination, en termes de mode de financement, et puis maintenant en termes d'évaluation. Est-ce que vous pouvez réagir là-dessus? Oui. Ça rejoint ce que vient de dire Franck concernant l'évaluation. C'est vrai qu'on pourrait se dire, vu de l'extérieur, que fonctionner sur des relations comme ça de confiance, ça pourrait favoriser un certain copinage. Et pas du tout. Et nous, justement, on peut comparer ça avec d'autres communautés de communes. Paradoxalement, c'est plutôt l'inverse, justement parce que c'est une relation de confiance qui s'inscrit, mais qui s'inscrit dans un cadre, par contre avec une exigence, une vraie exigence de travail, également qui s'inscrit. C'est lié aussi au fait qu'il y ait pas mal de partenaires aussi autour de la table qui scrutent ces projets. Et dans cette relation, il y a aussi le fait que, par exemple, nous, en tant qu'association, à aucun moment on va se permettre de revendiquer une place, parce que la communauté de communes est très claire sur ses intentions et sur le fait que son exigence est tournée vers l'efficacité, la qualité la qualité du travail, les résultats sur le terrain. Donc je dirais d'une certaine manière, avec eux, on sait à quoi s'attendre, même si après ça ne va pas faire l'objet d'évaluations, comme le disait Franck, avec des tableaux, etc. On sait par contre que l'exigence est là, et on sait que tout ça, ça peut marcher effectivement avec une certaine confiance. Et on sait aussi que les choses sont très claires. Si un autre projet devait se faire autour des arts du cirque, par exemple, nous, on est prêt, on est prêt à ce que d'autres associations prennent notre place, pourquoi pas, etc. Parce qu'on a confiance dans l'opérateur que représente la communauté de communes, quoi. Et c'est un jeu c'est un jeu entre guillemets auquel on adhère là, cette relation de confiance
et le fait qu'on se connaisse aussi. Parce que tout ça, c'est possible parce qu'on se connaît, parce que je sais que si un jour la communauté de communes fait appel à une autre association pour encadrer des choses autour du cirque, c'est parce qu'ils nous connaissent et qu'ils savent qu'il y a sûrement des gens qui sont mieux placés que nous à ce moment-là. Voilà, donc c'est un peu paradoxal, mais le fait qu'il y ait que tout fonctionne à travers cette relation de confiance, bizarrement, ne fait pas rentrer du tout dans des cercles de copinage, bien au contraire. Julie Chevalier, vous partagez ce diagnostic? Oui, alors du coup, nous, on trouve que c'est vraiment très, très intéressant en fait de ce travail en partenariat. Et notamment parce que justement, tout l'aspect aussi financement, évaluation, enfin voilà, tout ce suivi de dossier et tout ça est réalisé par la communauté de communes. Et on sait qu'au jour d'aujourd'hui, on est de plus en plus contraint en tant qu'association à beaucoup de démarches administratives. Et voilà, tout ce travail en fait administratif, de recherche de financement et tout ça, en général, nous prend énormément de temps et nous éloigne de notre cœur de projet et tout ça, et des missions de l'association. Et du coup, c'est vraiment très intéressant de travailler tous ensemble et ça permet vraiment d'aller plus loin aussi dans les propositions et de se recentrer sur le cœur du projet en fait. Voilà, du coup. Ouais. Concernant les modes d'évaluation, les modes d'évaluation, on reste sur justement une évaluation qui sert le projet, c'est-à-dire qu'on va travailler tous ensemble ensemble à cette évaluation pour justement pas, comme disait Franck, dire ce qu'on a envie d'entendre, mais vraiment une évaluation qui va nous permettre de faire évoluer le projet en fait et avec un regard critique et qui va pouvoir nous aider à l'affiner et tout ça pour les éditions suivantes. Merci pour toutes ces informations. Je pense que, Jeanne, est-ce qu'on peut se tourner vers quelques questions des participants pour approfondir un peu? Oui, alors il y a plusieurs questions qui ont été posées et puis auxquelles on a répondu au cours des échanges. Il y avait une première question qui s'adressait aux associations sur comment avez-vous convaincu les élus de la communauté de communes du bien fondé de vos compétences, de vos objectifs éducatifs et comment êtes-vous cofinancé? Donc, je pense qu'on a répondu en grande partie à la question. Mais c'était répondu par chat, donc peut-être que Sébastien, vous pouvez reprendre les éléments de réponse que vous avez pu apporter par écrit. Sur comment vous avez convaincu la communauté de communes du bien fondé de vos compétences, de vos objectifs éducatifs et comment êtes-vous cofinancé? Comme je l'ai écrit, c'est c'est de la connaissance. Enfin, c'est le fait qu'on soit connu, qu'on soit sur un territoire rural, donc assez petit, ce qui fait que même si des actions ont été faites sur des communautés de communes à côté, les retombées, voilà, ça va jusqu'aux oreilles des professionnels là, de la communauté de communes. Et puis aussi, on a démarré sur des actions plus petites. Nous, on était déjà présents sur le territoire en 2019, printemps 2019. Nous, c'est un peu notre principe. C'est quand on va sur un territoire, c'est s'installer dans un premier temps de manière un peu autonome, entre guillemets, faire nos preuves sur le territoire, c'est-à-dire faire fonctionner nos actions, surtout dans un premier temps en direction du public et en direction de quelques structures du territoire. Et du coup, faire la démonstration de l'utilité de notre dispositif, ce qui est loin d'être évident, parce que quand on arrive avec un dispositif qui s'intitule Cirque social, en disant qu'on va participer à la transformation sociale du territoire, des grands mots, quoi. C'est pas facile de convaincre forcément des techniciens ou des élus voilà, avec tout ça qui est posé au début sur le papier. Donc nous, l'idée, c'est voilà, démontrer que… Et ensuite, du coup, voilà, les choses s'enclenchent. C'est ce qui s'est passé là sur Bondrobi avec nous, une première mise en place en 2019. Et puis ensuite, ça a abouti là en 2020 sur la participation dans le cadre du mois de la créativité. Voilà. Et ensuite, nous, on espère que ça débouche encore là sur les prochaines années sur une convention pour inscrire tout ça dans une plus grande continuité. Voilà.
Et pour répondre plus précisément à la question, je dirais proximité, engendrée par les spécificités rurales du territoire. Et puis toujours, pareil, confiance. Voilà, confiance et le professionnalisme qui va avec. Merci. Du côté de la communauté de communes, cette démonstration par la preuve, ça vous convient bien? Ça correspond bien à votre manière de faire? Oui, nous, voilà, enfin, les différentes associations avec lesquelles on travaille, on a vu ce qu'elles faisaient, et puis on a compris l'intérêt qu'on pouvait avoir à travailler avec eux. Effectivement, c'est une démonstration par la preuve. On sait, par l'exemple, que soit par des petits projets qu'on a pu porter, soit par des projets que les associations ont pu porter ailleurs et dont on a eu connaissance, où on a pu s'intégrer à différents titres. On sait qu'on a compris qu'on pouvait travailler ensemble, et à partir de là, les choses se nouent progressivement, comme ça, tout simplement. Et par interconnaissance et en remarquant ce que l'association peut apporter. Ça veut dire que la relation, elle se construit aussi dans la durée. Ce que ne permet Toute pas relation se construit dans la durée. Ce n'est pas un contrat qu'on signe, bonjour, au revoir. Autre question, Jeanne? Oui, alors concernant le mois de la créativité, on nous interroge sur concrètement de quoi il s'agit, quel est le programme, est-ce que c'est des rendez-vous, des ateliers, des spectacles? C'est vrai qu'on a… C'est tout, voilà, c'est tout ce que vous avez dit. Et quel est le budget global? Alors, qu'est-ce que c'est du coup? Alors, il y a des ateliers. Donc, concrètement, je ne vais pas rentrer dans tout le détail de la programmation, mais c'est sur le temps d'un mois. Il y a quelque chose du coup qui est déjà organisé. C'est le spectacle. Il y a un spectacle d'ouverture qui se déroule dans la commune, on va dire, un peu bourg de la montagne. Et puis après, donc, en fait, avec l'ensemble des partenaires, que ce soit dans les écoles, les centres de loisirs, les crèches, EHPAD, actions de soutien à la parentalité, etc. Il y a plein d'ateliers et de lieux qui sont proposés, de stages, de spectacles qui sont proposés, de séances cinéma, enfin voilà, c'est de conférences, d'expos qui sont différents, qui sont proposés donc sur l'ensemble de ce mois-là, dans différents lieux, et je veux dire co-organisé avec les différents partenaires du projet. Et après, il y a la clôture donc, de ce mois qui se déroule toujours donc, sur le bourg de la Plaine et qui clôture ce mois. Et là, c'est vraiment un temps festif à destination des familles et des enfants. Et là, donc, avec une programmation d'ateliers, de spectacles sur tout le long de la journée. Donc ça, c'est pour reprendre un peu à la programmation. Qu'est-ce que c'était le budget? Donc après, on a… Autour de 40 000 voilà, autour de 40 000 euros. Voilà. Il y a combien de manifestations à peu près dans le mois? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Une dizaine? 10, 12, oui. D'accord. Dont une journée complète. Voilà. Qui sont, voilà, avec des actions qui sont ouvertes au tout public, on va dire, et puis après, il y a des actions qui sont internes aux écoles ou aux structures, donc celles-ci, on ne les recense pas dans ce que je vous ai dit là. Je profite que vous ayez la parole parce qu'on nous demande aussi, pour vous, comment bien choisir un partenaire? Quels sont vos critères fondamentaux? Bien choisir un partenaire. Qui tiennent la route, quoi. Voilà. Qui travaille dans un état d'esprit, je dirais, compatible avec le nôtre, quoi, qu'on partage la même sensibilité, la même approche et la même vision de ce que peut être l'action culturelle pour, là en l'occurrence, pour les enfants, les familles, et qu'on sente les choses de la même manière, qu'on tire dans le même sens, quoi. Alors, est-ce qu'il y a des associations avec lesquelles c'est plus compliqué? Parce que là, on est dans une harmonie qui paraît totale, sans rentrer dans les détails, hein, mais pour voir aussi un contrepoint. Hein.
Oui, il y a des structures avec qui on a travaillé, avec qui on travaille encore, qui sont moins dans la construction, vraiment dans la co-construction du projet. Donc, je ne dis pas que ça fonctionne pas, ça a très bien fonctionné, mais on sent qu'il faut les ramener, pour certaines, hein, qu'il a fallu par le passé, pour un certain nombre, les ramener dans la construction collective, que des associations avaient un peu tendance à, au final, rebasculer sur leurs habitudes maison, comme nous aussi, on peut sans doute avoir l'habitude de le faire, de retomber sur ses propres pattes et ses propres habitudes. Donc, il faut en permanence, à ce moment-là, réorienter la démarche de chaque association, de chaque partenaire, vers le projet collectif, en considérant que ce n'est pas l'association qui pose son projet et qui greffe son projet personnel ou son projet propre sur le projet collectif, mais que c'est bien une construction vraiment conjointe d'un projet collectif. Ce sont un peu les soucis ou les difficultés qu'on a pu avoir, mais pour moi, ce n'est pas fondamental dans la mesure où on est arrivé globalement à réorienter ou à remettre tout le monde dans le sens du projet collectif. Évidemment, après, chaque association, chaque structure a ses impératifs propres. Et travailler ensemble, ça demande d'oublier ces impératifs propres, en tout cas de les mettre largement de côté. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce temps-là, Jeanne? Alors, une dernière question concernant le mois de la créativité. On me demande à quelle période de l'année il se déroule. De mi-octobre à mi-novembre. C'était une question facile. Alors, ça va peut-être faire la transition sur notre deuxième temps. J'avais d'autres petites questions intéressantes, Daniel, si tu permets. On a un petit peu le temps, donc je propose qu'on les prenne également. On me demandait si c'est un exemple de partenariat que, à votre connaissance, a pu essaimer ailleurs, si c'est des choses qui ont pu être notamment reprises par des fédérations côté associatif. Non. Pas à notre connaissance, en tout cas. Honnêtement, je ne me suis pas posé la question, donc je ne sais pas. À notre connaissance, non. Il y a d'autres intercommunalités qui fonctionneraient à peu près comme ça, autour de vous? Non, pas trop. Non, c'est vrai que du coup, au niveau, en tout cas, même ne serait-ce que de ce travail service culture et service enfant-jeunesse, c'est pas évident. Il y en avait une, mais elle n'existe plus. C'est la communauté de communes du Pays de Vernoux, dans le centre Nord Ardèche, qui avait un fonctionnement même très similaire, et puis qui a été englobé dans une grosse communauté d'agglomération. Puis là, ils sont passés dans la moulinette et ils ne font plus rien. Au niveau associatif? Oui, Sébastien ou Julie, peut-être que vous avez aussi des éléments à apporter sur cette question. C'était par rapport juste à ce qui était dit avant sur comment dire, sur ce travail de construction. C'est vrai que nous, en tant qu'association, ça nous oblige à développer quand même un fonctionnement et des compétences quand même spécifiques. Le fait de travailler non pas sur un mode uniquement de prestation, mais sur de la co-construction. C'est vrai que c'est important d'ajouter que pour les associations, c'est vrai que c'est une démarche autre, et ça sous-entend des moyens, enfin, déjà une approche, c'est vrai, une approche différente. C'est pas la même chose d'être uniquement prestataire et de travailler à un projet global à être un des éléments d'un projet global sur un territoire. Voilà, c'est une démarche, donc outre les réunions de co-construction, nous en interne, c'est aussi réfléchir à voilà comment on organise ça. Ça veut dire nommer entre guillemets un coordinateur du projet au sein de l'association. Voilà, c'est toute une démarche quand même qui fait que l'approche est différente pour nous. Et est-ce que la démarche est prise en compte dans les financements? Eh ben c'est vrai que ce que je dis, ça sous-entendait ça aussi, pas forcément justement. Et ça, c'est un peu un problème. Et c'est ce que nous, on essaye de mettre en avant là au niveau des financeurs. Nous, on est vraiment partisans de ces modes d'intervention là sur les territoires. C'est vrai que ça engendre par contre beaucoup plus de temps de préparation, de travail, de coordination. Ça, c'est du temps qui souvent n'est pas pris en compte. Et c'est pour ça aussi que nous, on milite aussi pour
pour aller vers des conventions, du conventionnement, parce que dans le cadre des conventions, ça nous paraît beaucoup plus évident que ce temps-là soit pris en compte, parce que ça devient évident, alors que quand on est sur de la prestation, donc ça sous-entend de la facturation, c'est très étrange sur une facture de mettre préparation, bon, on pourrait, hein, mais voilà, ça me paraît un peu plus compliqué, un peu moins logique que quand c'est dans le cadre d'une convention. Jeanne, d'autres questions? Oui, alors justement, je pense qu'on a en partie répondu également, demander la co-construction, c'est plusieurs rencontres et sur quelle durée? Je pense que tu as répondu en partie, mais juste pour avoir une notion de sur combien de temps peuvent se dérouler cette concertation et combien de temps ça prend. Tu peux commencer à répondre, on pourra donner D'accord. la parole à Cette année, ça a été un peu compliqué parce qu'il y a eu le Covid qui a perturbé tout ça. Donc, je dirais qu'en temps normal, ça aurait dû être 3-4 rencontres qui s'étalent sur les 10 mois qui précèdent le démarrage. Voilà, cette année, je ne sais plus très bien à combien on était de réunions, mais on n'était pas loin, hein, je crois. Hein. Je crois qu'on était dans ces eaux-là quand même. 3-4 rencontres. Alors après, comment dire, il y a des réunions en plénière, je dirais, et puis ensuite, il y a des réunions qui se déclinent en fonction des projets. Je ne sais pas si au niveau de la Comcom, vous voulez peut-être détailler ça ou ajouter quelque chose. Oui, mais du coup, c'est ça, c'est à peu près 3 à 4 rencontres avec l'ensemble des partenaires sur l'année. On commence en janvier pour du coup un début d'action en mi-octobre. Et puis avec quand même une rencontre bilan à la fois avec les partenaires. Et l'année dernière, on a fait aussi une autre rencontre avec tous les bénévoles qui avaient participé au projet. Du coup, c'est quelque chose qui est au cours de l'année, quoi. Mais en fait, ça va dépendre de l'action. En tout cas, là, voilà, c'est pour l'exemple. Voilà, c'est pour l'exemple du mois de la créativité, quoi. Est-ce que ce mode de fonctionnement, il vous semble rejaillir sur les autres actions que vous faites? C'est-à-dire que, est-ce que c'est un mode de fonctionnement qui est uniquement polarisé sur le mois de la créativité, ou finalement vous pouvez, d'une manière ou d'une autre, reproduire dans d'autres actions? Ouais, sur le champ culturel, c'est un mode d'action qui renvoie largement à ce qu'on met en œuvre globalement dans nos projets d'éducation artistique et culturelle. Donc, pas à une échelle aussi importante que le mois de la créativité, mais sur les autres projets, on essaye de travailler dans la même logique. C'est parfois plus réduit avec une association, une école, une commune, mais on essaye de travailler dans la même logique et sur le même pas de temps, qui est souvent un travail très en amont, qui implique de semer une idée et puis de voir comment elle mûrit, comment les différents partenaires, les différents acteurs culturels, socio-éducatifs du territoire s'en emparent, et puis ensuite c'est petit à petit que ça se concrétise. On n'est pas tout de suite dans un rythme de réunion, dans un rythme de faire. On a sur une première moitié du projet un temps de maturation finalement, qui ne sont pas des réunions, mais qui sont des rencontres parfois informelles. Moi, pour l'année prochaine, j'ai commencé à rencontrer les écoles j'étais encore avec 2 enseignants la semaine dernière pour voir un peu ce qu'ils peuvent proposer, quelles idées ils ont. On n'a rien mis de plus précis sur la table, mais ça commence à germer. On va voir où ça nous conduit. Je suis incapable de le dire pour l'instant. Mais oui, donc c'est un mode de travail qui irrigue quand même largement notre action culturelle. Même si on a des conventions plus formelles avec un certain nombre d'acteurs. Mais même dans le cadre de ces conventions, on travaille de la même manière. D'autres demandes, Jeanne? Alors, c'est peut-être rapidement on me demande s'il y a d'autres partenaires publics sur ce type de projet, sur l'exemple du mois de la créativité. Alors, vous avez parlé justement des CTEAC. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser s'il y a l'implication du département, de la région, de l'État à cette action, et dans quel cadre? Les CTEAC, je dirais que pour moi, ce n'est pas un outil opérationnel en tant que tel sur le territoire. Je n'en fais pas un outil
opérationnel sur le territoire. J'en fais un moyen de financement et c'est une démarche qu'on va mettre en œuvre. C'est une approche, ben justement ce qu'on a exposé. Et donc, dans ce cadre-là, c'est une source de financement, puisque sur les 40 000 euros du projet du mois de la créativité, globalement, d'une année à l'autre, on est autour de entre 20 et 25 000 euros, voire 30 000 euros certaines années, de financement liés à la Convention d'éducation artistique et culturelle qu'on a signée avec le département et l'État. Mais la convention n'est qu'un outil pour faire tout ce qu'on fait. C'est pas la convention qui le fait, c'est la convention qui donne les moyens financiers de le faire, avec des principes liés à ce qui constitue les fondamentaux de l'éducation artistique et culturelle qu'on met en œuvre. Mais c'est pas la convention en tant que telle, que la manière dont on s'en empare et dont on la fait vivre sur le territoire. Pas tout seul, justement, en sortant de projets qui seraient limités à la sphère culturelle, institutionnelle classique. Alors, juste pour préciser une dernière fois, CTEAC, ça signifie? Convention territoriale d'éducation artistique et culturelle. Merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour des questions, Daniel. Non. Maintenant, on va passer au deuxième temps de notre échange, qui est consacré aux effets de la crise. Comment la crise sanitaire… Alors, on en a déjà un tout petit peu parlé, notamment Sébastien, vous nous avez dit que la crise avait quand même suspendu un certain nombre de choses. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire en fait quel a été l'impact de la crise sur notamment ce mois de la créativité et plus largement sur un certain nombre d'actions que vous menez à la fois au niveau intercommunal et au niveau associatif. Et puis dans un deuxième temps, on regardera quelles leçons tirées finalement de la crise. Est-ce qu'elle a révélé des nouvelles dynamiques, des nouvelles relations qui seraient intéressantes à approfondir pour plus tard. Dans un premier temps, l'impact de la crise, on peut peut-être partir du mouvement associatif. Julie, quelques mots? Alors, du coup, l'impact de la crise sur le mois de la créativité, et donc cette année, du coup, il y a quelques temps publics, festifs, notamment de spectacles qui n'ont pas eu lieu, qui ont dû être annulés. Sinon, il y a quand même beaucoup de choses du mois qui a pu être maintenu. Et ce qui a été aussi annulé, c'est ce temps fort donc, qui s'appelait le Cirque Flop pour cette année, qui devait avoir lieu le samedi 7 novembre et voilà, du coup, en fait, c'est un événement qui a pour particularité, l'idée, c'est qu'on essaye d'impliquer les habitants à partir pour travailler. En fait, c'était pas juste de poser des spectacles, des ateliers et inviter les gens à venir, c'est aussi de créer tout un univers en fait bien particulier et de travailler sur cet univers avec les habitants en amont à partir de début septembre jusqu'au 7 novembre. Donc là, on était parti sur l'idée de créer l'univers de la famille Flop et les personnages qui composent cette famille. Donc avec des ateliers décors et des ateliers théâtre animés par des professionnels du territoire. Donc voilà, du coup là-dessus, c'est vrai que ça a fait flop pour le coup, parce qu'il y avait une bonne dynamique avec une trentaine d'habitants impliqués, des ateliers voilà, qui étaient en bonne voie, et du coup tout ça a dû s'arrêter un peu brutalement. On prévoit de reporter l'événement début mai, mais du coup, voilà, sur l'implication bénévole, c'est sûr qu'il y a le fait que ça soit sur un délai de 2 mois, voilà, c'est le défi qu'on se pose collectivement et qui a un coût assez pour garder justement le lien, se voir régulièrement et tout ça. Qui là a été un peu mis à mal, du coup, à voir comment, pour la reprise au printemps, comment on va réussir à remobiliser les gens, voilà, là-dessus. Voilà, et puis par rapport à nos actions, sinon, en dehors du mois de la créativité, du coup, on a été contraint d'arrêter toutes les actions donc, au printemps. Et là, pour ce deuxième confinement, on a eu la surprise et la joie de voir que nous pouvions continuer en respectant des consignes sanitaires particulières. Donc, on a dû adapter nos actions pour répondre à ces consignes et à la fois très content de pouvoir ouvrir et répondre à un vrai besoin des familles en séquence, d'avoir des lieux où ils peuvent venir échanger, trouver de l'écoute et sortir voilà, avec leurs enfants.
Alors du coup, le fait d'adapter, c'est sûr que ça nous fait sortir de nos zones de confort, mais à la fois, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet en fait d'expérimenter des nouvelles choses en fait et poser un autre regard aussi sur les actions, prendre du recul et du coup, c'est aussi une expérience qui est intéressante. Voilà, en tout cas, on se rend compte aussi que le fait d'avoir des partenariats solides avec de la confiance, et ça aide beaucoup aussi. Voilà. Vous êtes sorti soutenu par les collectivités? Oui. Donc le fait effectivement d'avoir ces partenariats préalables, ça a été un plus pour passer cette période? Oui, oui. Sébastien, de votre côté? Très brièvement, pour notre part, on fait partie d'un réseau départemental qui rassemble voilà, différentes écoles de cirque. Et c'est vraiment flagrant quand on compare aux autres écoles de cirque. Comment dire, le fait que nous, on travaille beaucoup dans le cadre de partenariats avec les collectivités, voilà, ou même d'autres partenaires, a fait que on s'en sort, on s'en est beaucoup mieux sorti que les associations qui ont des projets qui sont plus, comment dire, développés de manière autonome, je dirais. Parce que, enfin, comment dire, c'est assez simple à comprendre, hein, mais évidemment, comment dire, l'impact a été supporté en partie par les collectivités qui ont joué le jeu de maintenir les financements sur les actions qui étaient subventionnées, ou même parfois c'était des prestations qui ont été réglées même si elles n'ont pas eu lieu. Voilà. Bon, c'est important de dire ça, le fait que de travailler dans le cadre de partenariats comme ça, c'est quand même nous ce qui nous a sauvés là, dans cette période. Il y a beaucoup d'associations pour qui c'est très très compliqué dans le domaine du cirque en tout cas. Dans votre actions, qu'est-ce que la crise a induit? Est-ce que vous avez dû modifier un certain nombre de manières de faire, hormis les annulations que vous avez dû faire? Nous, alors, la manière dont on a vécu les choses, déjà, c'était très compliqué. À chaque fois, toutes les périodes là les 2 périodes qu'on a connues là de confinement ont été accompagnées à chaque fois de périodes de flottement. Donc, ce qui a été très compliqué, ça a été d'avoir les éléments qui nous permettent de réagir de manière efficace par rapport aux contraintes. Pour ça, d'ailleurs, nous, ce qu'on voit aussi, encore une fois, quand on se compare aux autres structures, le fait d'être rattaché à des réseaux, que ce soit le réseau des écoles de cirque, mais aussi des réseaux départementaux d'éducation populaire ou autres, nous a permis là-dessus de nous en sortir voilà, d'une manière plus efficace. Après, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que nous, on a le rôle de coordonner un réseau départemental. Donc, on a fait ruisseler les informations, on a essayé d'accompagner au mieux les autres écoles de cirque du département. Voilà. Après, par rapport au vécu de ce qui s'est passé, la crise, etc. Pour nous, voilà, pour nous, ça a été compliqué, bien sûr. Les annulations et surtout ces temps de flottement là qui ont été très très éprouvants. Voilà. Et je dirais que paradoxalement, même s'il y a eu un moment d'abattement un petit peu au sein de l'équipe, ce qui s'est passé ensuite, c'est la prise de conscience qu'il y avait plus que jamais besoin voilà, d'activités comme la nôtre. En fait, quand on voyait là ce qui se passait notamment pour les enfants à la rentrée, voilà, qui portaient le masque, comment dire, et qui n'avaient plus accès à certaines activités, etc. Nous, paradoxalement, ça nous a remotivés pour d'autant plus mettre en place, proposer des choses, s'activer pour sauver ce qui pouvait être sauvé dans un premier temps, mais surtout sur le long terme, continuer à travailler, et notamment à travailler avec les partenaires
pour continuer à proposer des choses pour les jeunes et les enfants. Là, on se dit que plus que jamais, c'est le moment de s'activer et de rester présent sur le front de l'éducation populaire. C'est dans ce domaine-là, nous, qu'on s'inscrit clairement. Et je me dis, dans la communauté de communes, on voit que le partenariat solide avec tel que vous l'engagez est un facteur de stabilité par rapport à l'incertitude ambiante. Mais vous, en tant qu'intercommunalité, comment vous vivez cette crise, à la fois dans les rapports avec les associations et au-delà, en fait? Eh ben, on ne sait pas comment on va joindre les deux bouts, quoi. Comme beaucoup. Parce que, bien sûr, beaucoup de services, et au niveau de l'enfance jeunesse et au niveau de la culture, eh bien, il y a énormément de revenus en moins. Donc, on a des services des secteurs dans le domaine de compétences de la communauté de communes qui ont d'énormes trous financiers actuellement, quoi. Énorme. Donc, l'État apporte pas grand-chose pour l'instant à tout ça, mais bon, on essaie de garder espoir et puis qu'on arrivera à boucler un budget en fin d'année, ce qui va sûrement être très problématique. Parce qu'il y a ne serait-ce que là, par rapport à ce projet, le mois de la créativité, il y a des sommes qui ont été mises en jeu et qui sont perdues, quoi. Et comme on a aussi beaucoup de pertes très importantes, ce sont énormément de domaines de la communauté de communes, ne serait-ce qu'au niveau de l'enfance jeunesse, on n'a plus les entrées, il y a eu, les crèches ont été fermées, les centres de loisirs ont été fermés, même si la CAF compense un peu, il y a quand même des revenus qui rentrent en moins. Là, les enfants, on est obligé de les refuser dès qu'ils ont une dent qui sort parce qu'ils ont le nez qui coule. Donc, ça a des rentrées d'argent en moins. Donc, tout ça, ça ne permet pas de boucler les budgets et on espère que ça ne va pas trop nous sangler, nous coincer pour l'année 2021. C'est surtout ça. Pour l'instant, en 2020, on fait comme ça, mais c'est 2021 qui nous fait peur un peu derrière. Mais malgré ces incertitudes budgétaires, vous avez continué à soutenir les associations avec lesquelles vous aviez… Oui. On travaille sur le niveau de la confiance, comme disait Franck tout à l'heure, et à partir du moment où on travaille sur la confiance, on travaille sur la confiance, quoi. Je veux dire, on ne va pas abandonner. Ouais. Moi, j'ai été surpris en discutant avec des collègues qui sont en charge de la culture dans d'autres communautés de communes, sur l'Ardèche ou la Drôme ou le Gard, de constater que sur un certain nombre de collectivités, la décision avait été prise de tout arrêter. Et ils ont eu pour consigne de ne plus rien programmer, de ne plus rien faire, de ne plus rien prévoir jusqu'à un moment avancé dans l'année 2021, de peur que ce qui allait être prévu soit annulé. Nous, on a fait le choix inverse, on a continué, on a prévu notre mois de la créativité, et puis jusqu'à la dernière manifestation qui a eu lieu, c'était une conférence. Jusqu'à la veille de la conférence, on ne savait pas trop si on allait pouvoir la tenir ou pas, mais on s'est dit on la maintient. On a appelé la conférencière en lui disant peut-être que demain matin on vous dira de ne pas venir, mais on l'a fait. Et puis après le couperet est tombé, on s'est arrêté, mais on a fait le choix de continuer de faire comme si on allait pouvoir aller jusqu'au bout. Je crois que d'un point de vue psychologique, ça c'est important pour tout le monde, alors qu'il y a d'autres collectivités qui ont fait le choix pour des raisons que je ne maîtrise pas forcément bien, qu'elles soient financières, d'organisation, je ne sais pas, mais qui ont fait le choix d'arrêter par anticipation tout ce qui pouvait être prévu, de ne rien prévoir jusqu'à ce qu'a priori ça puisse aller mieux. Mais effectivement, la question financière inquiète vraiment, quoi, avec des pertes de recettes sur des services aussi, musées, piscines, etc., qui sont des choses lourdes. Est-ce que Jeanne, on a quelques questions sur ce sujet, la crise? J'ai oublié de mettre mon micro. Erreur de débutante. Non, on n'a pas encore de questions, donc je vous invite, j'invite les participants à en poser. Alors, on va continuer. La question de voir, je crois que c'est Julie qui a dit que ça avait quand même ouvert un certain nombre d'opportunités de réactivité, d'adaptabilité. Sébastien, nous a dit que ça avait fait la démonstration de l'importance de ce type de partenariat. Est-ce qu'il y a des enseignements à tirer de cette période de crise, même si on a un peu le nez encore dessus? Est-ce que vous pensez que dans cette dynamique des relations entre associations et collectivités, il y a des choses qui vont rester au-delà de la crise? Évident. C'est pas évident. Oui. On peut déjà en tirer l'enseignement que la culture compte pour pas grand-chose, mais à part ça…
Ça vous a plutôt conforté dans votre manière de faire? Enfin, en ce qui me concerne, c'est trop tôt pour le dire. Il va falloir voir comment on sort de tout ça, dans quel état financier, parce que d'un point de vue envie, je crois qu'on a toujours envie de faire. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qu'on pourra faire d'un point de vue financier? Qu'est-ce que nos partenaires associatifs pourront faire? Voilà, on n'a pas la réponse à ce jour. Donc on verra plus tard. On est dans l'orage et on va laisser passer l'orage. On va se protéger au mieux de l'orage qui passe et puis on verra. Au-delà de cette prudence sur l'avenir, est-ce que vous pensez que quand même la crise a resserré les liens ou a plutôt distendu des liens entre associations et collectivités? Ça aurait plutôt eu tendance à resserrer les liens. Il y a quand même une notion de solidarité quand même. On ne laisse pas tomber les petits copains avec qui on commençait à travailler avant. Donc ça, c'est plutôt des signes de solidarité, il me semble. Et si je peux ajouter quelque chose, nous, vraiment, ce qui remonte du terrain, des publics avec lesquels on travaille, que ce soit enfants, jeunes ou même les adultes, et je dirais surtout les adultes, c'est vraiment une demande que ce qui a été annulé revienne. Et nous, on l'a vu quand on a fait l'effort là de maintenir in extremis parfois des manifestations, voilà. Les gens vraiment venaient nous voir en nous remerciant d'avoir mis en place, d'avoir maintenu, d'avoir fait l'effort. Et on sent vraiment là des habitants c'est pas seulement, c'est un besoin. Je le définirais vraiment comme un besoin qui s'inscrit dans le besoin du lien social là. Et là, on le voit dans la préparation, nous, des prochains dispositifs. Oui, les gens réclament à ce qu'il se passe des choses, à ce que les territoires continuent à vivre. Ça remonte d'une manière vraiment criante. Donc, ça a plutôt participé à réaffirmer l'appétence en fait, de la population pour vos activités. Je ne sais pas si c'est ce qu'on a proposé qui participe à, mais je pense que c'est plutôt là l'ambiance qui existe en ce moment là, voilà, au niveau des habitants fait qu'il y a vraiment un besoin de lien social qui est là et que nous, en tout cas, on essaye justement en se bagarrant aussi pour maintenir un peu dans le même état d'esprit hein, que ce qu'a dit Franck pour la communauté de communes. Nous, à notre échelle, à l'échelle associative, c'est vrai qu'on ne se pose pas de questions. On se pose pas de questions. On avance. Là, on est sur la préparation des prochains mois qui viennent et on se dit, c'est aussi l'enseignement de ce qui s'est passé avant. Les choses se sont vraiment gérées au jour le jour sur cette crise. À chaque fois, les confinements, même si on les sentait un peu venir de loin, à chaque fois, nous, on se conformait aux consignes qu'on avait au jour le jour. Et je pense qu'on ne va pas s'arrêter bizarrement, parce que vraiment, ce n'est pas simple pour nous à gérer. Hein. C'est au niveau, y compris au niveau psychologique, c'est quand même très éprouvant. Mais malgré tout, on reste sur ce modèle-là comment dire, où on n'essaye pas de trop anticiper, parce qu'on voit que de toute façon, les enseignements de tout ce qui s'est passé, c'est que là, ces derniers mois, c'est que ça servait à rien d'anticiper. Et qu'on préfère on préfère annuler des choses qui étaient prévues, avoir cette déception-là, plutôt que d'avoir la déception de se dire ah ben mince, on aurait pu répondre vraiment à un besoin là, des habitants, et puis on ne l'a pas fait parce qu'on a conjecturé des choses qui finalement n'arrivent pas. Cette crise, elle pose vraiment le rôle et la place de la culture hein, dans notre société et dans la cohésion de la société aussi, hein, dans le lien social. Et je trouve que est-ce qu'on pourrait revenir un tout petit peu sur cette transversalité entre lien social et culture? Je trouve que c'est quand même un élément très intéressant de votre démarche, hein, d'inscrire la culture comme un vecteur de lien social. Et je pense que la crise l'a bien mis en évidence, hein, au-delà de ce qu'on a appelé, entre guillemets, les besoins essentiels. Hein, on voit bien que le besoin de lien social et de culture, il s'affirme très, très fortement. En ce qui nous concerne, on n'a jamais eu une vision de la culture malthusienne, un truc descendant là, qui tomberait du ministère. Et ce qui nous met parfois en porte-à-faux avec un certain nombre de dispositifs. Hein. Mais c'est pour ça qu'on n'est jamais allé sur la structuration de lieux de diffusion permanents sur le territoire. On a fait ce choix parce que ça aurait pu être aussi une des pistes suivies par la communauté de communes lorsqu'on a commencé à travailler dans le champ culturel, d'être sur des lieux de diffusion pour accueillir des temps
temps de diffusion classique, sec, je dirais. Et on n'a pas fait ce choix parce qu'on a voulu vraiment irriguer le territoire et aller vers les habitants et considérer que chacun était détenteur d'un patrimoine culturel et que ce patrimoine culturel, on pouvait le prendre en compte et le faire fructifier dans nos projets, dans nos actions intercommunales, à condition d'amener des compétences. De vraies compétences culturelles avec nos partenaires associatifs, avec des partenaires individuels qui peuvent être des artistes indépendamment d'une question de statut associatif, et que cette matière culturelle, cette connaissance, cette pratique culturelle qu'on pouvait amener sur le territoire allait résonner avec ce que les habitants portaient eux-mêmes de leur propre culture, de leur propre envie de se retrouver, de leur propre envie d'être ensemble. Et c'est vrai que globalement, je pense qu'on est sur des territoires, sur le Sud-Ardèche, sur les Cévennes, où on a un certain nombre d'activités collectives. Ce n'est pas propre à ce qu'on peut organiser. C'est quelque chose qui est un peu dans les habitudes du territoire, avec des démarches collectives qui sont déjà bien présentes, avec des collectifs autour de différents sujets, etc. Donc on est venu en quelque sorte se greffer et donner un sens culturel à cette envie, à ces habitudes d'être déjà ensemble, de faire les choses ensemble et de les sentir ensemble. C'est pas tellement ce qu'on fait qui va pousser les gens à sortir, pousser les gens à se rencontrer, mais on vient à la rencontre avec nos actions de personnes qui sont déjà dans des démarches collectives et des démarches de rencontre. Et comment ça se vit du point de vue plutôt de l'action sociale, hein, ce lien avec la culture? Ça se fait plus. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais ça se fait. Le fait de lier à l'enfance-jeunesse, ça fait quand même un chemin transversal, quoi. Parce qu'on touche le social par l'enfance-jeunesse. On a aussi un autre partenariat avec une autre association de la communauté de communes qui est forte, qui est aussi un centre socioculturel qui est sur Val-Gorge, qui est donc un des villages de la montagne et qui a vocation à rayonner sur le territoire aussi de la communauté de communes et travailler avec un centre socioculturel, c'est quand même tout un voilà, il y a tout un esprit qui fait que naturellement on va travailler ensemble. Enfin, je ne sais pas comment bien l'exposer, mais est-ce que le fait que ça fonctionne bien, ça vous a permis de passer aussi aux personnes âgées? Parce que vous dites que vous êtes partie de l'enfance-jeunesse, mais vous dites aussi que vous avez contacté les EHPAD et intégré les EHPAD aussi dans cette démarche. Alors concrètement, ça n'a pas bien pu se faire parce que Covid oblige, mais le travail a été fait en amont, oui. Comme le travail est fait avec le centre social pour aussi la population de troisième âge sur le territoire aussi, quoi. Donc voilà. Donc on touche un public assez large de fait de ce type d'action. Vous l'avez large. Le fait de lier deux secteurs de compétences de la communauté de communes, ça vraiment permet de balayer assez large sur le public qu'on a, quoi. Tel que j'aborde les choses, moi, sur le champ culturel, je ne me dis pas c'est de mon domaine, c'est du champ culturel, c'est de mon domaine, ou ça l'est pas, c'est de l'éducation populaire, c'est de l'action sociale, c'est de l'action pour les aînés, c'est du développement économique. C'est le territoire. Et à partir de là, c'est ce qui prime, c'est le territoire et ses habitants. C'est l'envie de faire avancer les lieux, quoi, les lieux où on est, où on vit, où on est bien. Et donc on met tout en œuvre sans se cantonner à ses propres champs professionnels, ses propres fiches de poste ou autre. C'est juste l'envie d'avoir un objectif pour les habitants, dont on fait finalement partie. J'habite à côté, mais enfin on en fait quand même partie. Et est-ce que cette transversalité a dépassé vos deux services? Est-ce que vous avez modifié vos relations avec les autres services de l'intercommunalité? Modifier, non, je dirais pas. Mais il y a des choses qui peuvent se faire. Par exemple, le service jeunesse qui concerne les 11-15 ans, par exemple, il y a un projet de faire de la je sais pas comment on dit, du tagage, enfin comment ça s'appelle, télégraphe, de décorer les conteneurs poubelles, par exemple.
Donc là, on va lier, et donc c'est un projet qui émane donc du service jeunesse, qui est un service du centre socioculturel, mais dont la communauté de communes a la compétence enfance jeunesse. Vous voyez, ces choses s'imbriquent, et qui va lier la culture à un moment ou à un autre, parce que l'action va se mettre en place probablement dans l'année à venir, là, et après, ben, c'est tout un aspect aussi de qu'est-ce qu'on fait d'objets qui peuvent être moches, généralement moche sur un territoire, et qui peut devenir beau et attractif, et sur lequel on peut développer des concours enfin concours, sans que ce soit trop caricatural, mais d'appel à projet autour de tout ça, de développer une dynamique, une sensibilité des habitants du territoire et tout. Donc du coup, tout se transversalise. Pareil, moi je travaille pas mal avec l'Office de tourisme sur différentes thématiques autour du patrimoine, et on ne travaille plus dans l'optique de faire venir des touristes ou d'avoir des activités pour les touristes, mais aussi via l'Office de tourisme d'avoir des activités pour les habitants. Les premiers consommateurs d'activités sur le territoire, ce sont les habitants du territoire ou ceux des environs immédiats. Hein. On n'est pas, entre autres sur le patrimoine, on commence à développer différents projets. Je pense qu'en matière économique, on peut avoir aussi beaucoup de choses à développer. Ce qui est flagrant, c'est que si on veut attirer de nouvelles activités sur le territoire, de nouveaux habitants, de nouvelles activités venant de l'extérieur, des activités plutôt à forte valeur ajoutée, il faut qu'on soit en mesure de proposer un territoire qui soit attractif à tout point de vue, y compris d'un point de vue social, d'un point de vue culturel, en termes d'infrastructures de services, mais aussi je dirais, d'infrastructures humaines, de conditions humaines d'accueil des habitants, dont la culture fait partie. Donc, on ne peut pas scinder les champs comme ça. Et aujourd'hui, il est très net qu'en matière économique, on a des retours de personnes donc à niveau professionnel élevé qui pourraient être intéressés pour venir soit dans des entreprises du territoire, soit en télétravail, et qui ont des demandes d'activités culturelles, parce qu'aujourd'hui elles sont en ville et qu'en sortant du boulot, il y a le théâtre, il y a une grande médiathèque, il y a l'opéra, il y a je ne sais quoi, comme il y a des salles de concert, etc. Ils entendent retrouver la même chose, pas la même chose, mais en tout cas le même niveau d'activité, même si ce n'est pas le même type, mais le même niveau d'activité en milieu rural, la même qualité d'activité, la même qualité humaine, et il faut que ça on leur apporte. Et c'est pour ça que moi, c'est vraiment le territoire qui prime et ses habitants. Après, les champs professionnels précis, peu importe. On essaye de travailler en transversalité. Après, ce qu'on voit, les freins quand même, et ça a été aussi quand même tout un mécanisme, c'est qu'on a des méthodes de travail, des objectifs en fonction des dispositifs dans lesquels on rentre et tout ça qui sont différents. Et ça demande aussi de venir un peu casser tout ça et de se mettre d'accord sur des fonctionnements de travail. Voilà, pour arriver à trouver... une méthode qui soit commune en fait. Et ça, c'est pas évident. Sur un projet comme le loi de la créativité, il faut exploser tous les cadres institutionnels de chaque partenaire. Et il y en a certains, quand on dit qu'il y a les écoles, qu'il y a des centres de loisirs, etc., il y a des partenaires comme l'éducation nationale, pour ne pas la citer, où les cadres sont les cadres. Donc évidemment, arriver à faire plier ces cadres-là pour un travail collectif qui n'a pas de cadre justement en tant que tel, cadre qu'on définit au fur et à mesure, ça peut être compliqué. Alors avant de faire un retour aux questions, Julie, peut-être quelques mots sur cet enrichissement entre le travail éducatif et social et l'action culturelle. Est-ce que ça a dynamisé votre association, vos activités? Oui, du coup, le fait de co-organiser l'événement, ça a rajouté une action aussi donc, au sein de l'association. Et ça a permis aussi, du coup, vu qu'on est beaucoup à travailler autour de ce projet, qu'on a chacun nos outils de communication, nos réseaux, ça permet aussi d'élargir le public. Ça a permis aussi d'aller vers des projets aussi plus conséquents en termes culturels, voilà, par rapport à nos moyens habituels, le fait par exemple d'inscrire certains projets d'ateliers dans le cadre de l'EAC, donc d'aller plus loin aussi jusqu'à présent, on faisait des ateliers cirque par enfant. Il y a une année, on a pu faire un stage de cirque par enfant. Du coup,
en termes de lien social entre les gens, en termes de lien parents-enfants, bah voilà, on a travaillé avec Ardental, ça a permis de vraiment d'aller dans quelque chose de plus ambitieux et plus riche. Voilà, oui, le lien social, de toute façon, nous, est au cœur de notre projet associatif à travers toutes les actions qu'on mène. Et pour moi, la culture, la culture est un vecteur fort de lien social. Merci. Jeanne, quelques questions? Alors oui, on nous demande, en cette période de crise, est-ce que les assos ont eu tendance à travailler davantage en réseau, davantage en coopération avec la crise, sachant qu'il y en a qui sont en grande difficulté? Est-ce que la tendance est plutôt au repli sur soi, ou au contraire, est-ce que c'est aussi des périodes qui favorisent la coopération entre associations et le travail en réseau? Sébastien, vous voulez répondre déjà? Travailler en réseau, comment dire? On est une association dont l'activité principale, c'est le lien, voilà, c'est l'éducation, comment dire, c'est une action éducative, donc qui nécessite du présentiel. Donc, quand on parle de travail en réseau, oui, mais attention, ça ne remplace pas du tout, il n'y a pas du tout de transfert de ce qu'on peut faire habituellement en présentiel en réseau. Oui, il y a du travail en réseau parce qu'en ce moment, on en profite. C'est ce que je fais aujourd'hui, mais c'est ce que j'ai fait hier et ce que je fais souvent, effectivement, en ce moment. Travailler dans les, comment dire, garder ce lien-là avec les réseaux d'éducation populaire dont on fait partie, ou les réseaux d'action culturelle, ou je ne sais quoi. Voilà. Mais le cœur de notre métier, attention d'ailleurs, j'entends souvent, on a l'air de croire que tout peut se transposer comment dire, en visioconférence, etc. Nous, c'est clair que non, on arrive des fois à sauver quelque chose. Enfin, et on met en place certaines choses avec certains publics, notamment, je pense à un groupe jeune avec lequel on construit un projet sur plusieurs années. Du coup, eux, on a mis en place un système de prêt de matériel, et puis la coordinatrice du projet est en lien avec les jeunes, leur donne des exercices à faire, etc. Mais c'est clair qu'on est très, 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 très limité, bien sûr. Là, je pense que les réseaux, c'était les réseaux interassociatifs. Interassociatifs, oui. Bon, ça, effectivement, en ce moment, c'est vrai que, il y a à la fois la poursuite. C'est très variable. Il y a des choses des choses qui étaient fragiles, qui sont du coup, qui ont pâti vraiment de la période là, qui n'ont pas survécu. Voilà. Il y a des choses qui se maintiennent, tant bien que mal. Et c'est vrai qu'il y a quelques, comment dire, quelques réseaux, quelques dynamiques qui ont pu émerger en fait avec la prise de conscience que les visioconférences c'était un nouvel outil qui apparaissait. Voilà. Nous, on a vécu ça notamment avec un réseau international où tout d'un coup on a découvert que c'était quand même plus simple de se réunir en visio plutôt que de se réunir à Prague ou je ne sais où sur la planète. Est-ce que Julie, sur la mise en réseau des associations, vous avez des expériences? Non, pas vraiment particulière. Après, moi, je trouve que ça génère plus du repli sur soi, dans le sens où le fait de ne pas pouvoir se voir, plutôt que... Ouais, moi, je trouve que ça a vraiment... ça n'a pas impacté vraiment l'association dans le sens où très fortement ou clairement ou significativement dans le lien, mais le fait de télétravailler, de ne pas pouvoir se voir ou moins se voir en présentiel, et puis tous ces petits temps informels en fait où on se voit, on se croise, du coup ça alimente le lien aussi, et ça quand on l'a plus, je trouve que ça se ressent, quoi. Donc en fait il y a les deux, hein. Il y a à la fois du repli et de l'élargissement dans certains cas. D'autres questions? Oui, alors plutôt en destination des collectivités, de la communauté commune, on me dit, j'ai l'impression qu'on entend peu parler des difficultés des collectivités. Est-ce juste une impression ou est-ce réellement un sujet qui est assez peu évoqué? Et une autre question
pas forcément liés, mais voilà, on peut regrouper les deux. Également pour les Comcom, comment vous travaillez aussi avec les maires des communautés, des territoires de votre communauté de communes, vu que vous organisez des activités sur les différentes communes et que vous travaillez aussi avec les différentes communes. À quelle articulation avec les communes? Oui, bah, de toute façon, il est évident que quand il y a une activité sur une commune, la commune est avant tout sollicitée. En fait, quand même, une communauté de communes, c'est quand même, il y a les représentants ou un conseil communautaire, il y a quand même les représentants des communes. Donc, quand il y a des choix qui sont faits et il y a des orientations qui se profilent, c'est un peu dans les deux sens, quoi. Si c'est quelque chose qui émane proprement parler de la communauté de communes, eh ben, on va se rapprocher des communes et assez facilement parce que avec la très grande majorité des communes, ça se passe très bien, les relations. Mais quelquefois, c'est l'inverse. Ça peut être des initiatives qui partent d'une commune pour aller vers la communauté de communes ou pour avoir un soutien de la communauté de communes ou un appui technique des techniciens de la communauté de communes parce qu'il n'y aura pas dans les communes. Et à ce moment-là, c'est dans l'autre sens. Mais le partenariat se fait facilement. On peut dire avec pratiquement 100% des communes, quoi. Donc, c'est pas tellement. Alors, quant aux difficultés des communautés de communes, ben, c'est toujours pareil. Hein. Le problème, c'est le nerf de guerre qui est les finances. Hein. Je veux dire, si on avait un peu plus de sous, on ferait beaucoup plus de choses parce que le souci, quand même, c'est le bien vivre sur le territoire. Malheureusement, je pense que pour tout le monde. Et on le sent d'autant plus peut-être dans ces périodes de crise sanitaire. Parce qu'on a l'avantage quand même d'être sur un territoire entre le fait d'être dans les Cévennes, donc c'est quand même des zones avec peu de propagation du virus, enfin en tout cas dans les zones de montagne, avec un certain confort de vie, quoi. Je veux dire, on peut vivre chez soi, autour de chez soi, sans être complètement muselé physiquement, hein, je parle pas trop, pas au niveau oral, par des masques et tout, ça permet mieux aux gens de mieux vivre. Et pour ça, peut-être, ça leur donne encore plus envie. Ça peut être resserrer les envies de faire des choses chez soi. Peut-être cette crise sanitaire, si on peut en dire quelque chose. Plus chez soi, avant, peut-être là, on sait qu'on ne peut pas faire trop loin. Donc, chez soi, il y a plus d'envie de faire des choses. Et ça a quand même créé des liens. Et je trouve que, si je peux me permettre de parler au nom d'associations que je connais un petit peu aussi, s'il faut sortir quand même des choses bénéfiques de la crise, c'est que c'est un peu sorti le nez du guidon. Alors, c'est vrai que du coup, on vivait au jour le jour et ça a permis pour un peu tout le monde de dire là, on arrête parce qu'on ne sait pas, mais du coup, on réfléchit autrement aux choses. On va peut-être envisager les choses autrement. On va réfléchir autrement plutôt que d'être toujours dans on avance. Et voilà, c'est un petit point positif de la crise pour nous. Mais les difficultés financières des collectivités, elles sont là, au niveau des communes comme les communautés de communes, parce que tout le monde pâtit de manque d'entrée financière sur les territoires actuellement, et il n'y a pas de compensation d'État. L'État aide les entreprises, aide beaucoup les privés, mais aide pas les collectivités. Donc, on a eu un soutien de la CAF qui a maintenu sa politique et ses financements malgré moins de présentiel des enfants, mais globalement, l'État ne suit pas les collectivités. Il suit les entreprises privées. Je peux me permettre un petit complément? Pardon. Allez-y. Pour travailler avec plusieurs communautés de communes et notamment une autre communauté de communes qui a une taille beaucoup plus importante, c'est vrai que pour nous, la communauté de communes Beaume-Drobie, comment dire, c'est un peu les champions, enfin, dans le sens où je pense que les difficultés, non, mais les difficultés auxquelles ils sont confrontés, je pense, sont alors à peu près les mêmes que dans les autres collectivités, mais c'est vrai que là, enfin, nous, en tout cas, on a affaire à un partenaire qui est, voilà, qui est vraiment, enfin, qui est efficace dans le sens où, voilà, il se passe des choses concrètement, de manière efficace sur le territoire. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure enfin, nous, il y a un point, la question de la transversalité, c'est une question qui est compliquée à aborder par les collectivités, et d'autant plus quand elles sont de taille importante. Et nous, on voit clairement sur une autre collectivité, sur une autre communauté de communes,
qui est de taille beaucoup plus importante, que là, par contre, les choses sont beaucoup moins évidentes et que les difficultés sont beaucoup plus présentes. Les difficultés, c'est des collectivités qui sont en train d'acquérir des compétences, qui sont en train de mettre en place les stratégies, mais on voit que ça prend du temps. Il y a les difficultés financières, effectivement, ça c'est l'argument qui revient de manière récurrente pour dire que les choses ne sont pas simples à mettre en place. Et il y a aussi alors des questions qui sont propres, je pense, à l'organisation des comités de communes. Il y a souvent des difficultés politiques qui viennent parfois freiner les volontés qui peuvent remonter soit du terrain, soit des techniciens, qui font que nous, notre expérience, les choses sont beaucoup, beaucoup moins simples sur d'autres communautés de communes où les difficultés sont beaucoup plus compliquées à surmonter en ce moment. Et notamment, nous, celles qu'on met en avant, et ça rejoint ce qu'on disait avant, c'est la question de la transversalité qui permet justement de relier l'action culturelle à l'action sociale. Ça, nous, c'est quelque chose qu'on défend et c'est une problématique qu'on met du coup en avant au niveau des collectivités. On voit qu'au niveau de Baume-de-Roby, ils ont pu s'en emparer très rapidement, mais c'est vrai que la taille favorise le fait qu'on tienne tous autour d'une table avec des acteurs sociaux, etc. On va être obligé de clore, hein, mais on va clore sur cette idée d'une collectivité, d'une intercommunalité champion. Hein. Merci beaucoup à tout le monde pour ces échanges très riches. Bonne suite, et tous en espérant qu'on arrivera collectivement à dépasser ces difficultés. Oui, merci à tous et à toutes, aux intervenants, aux participants pour vos questions. Je voulais juste terminer en vous proposant un petit outil qui s'appelle le kit asso de l'élu, qui devrait nous permettre de retrouver pas mal de ressources qu'on vient d'évoquer sur la relation sur les partenariats entre associations et collectivités. Je vous invite vraiment à en prendre connaissance. C'est un outil qui a été conçu par notre tête de réseau national, le mouvement associatif, avec 4 petits livrets, dont l'un qui est consacré au guide de la subvention pour les associations, qui sera le sujet de notre webinaire de jeudi. Donc, merci à toutes et à toutes pour votre implication dans ce webinaire, et je vous donne rendez-vous demain à 15h30 pour poursuivre nos échanges et nos réflexions sur les enjeux de partenariat avec le sociologue Laurent Fraisse et Sylvie Rivol, la présidente du mouvement associatif. Donc, ce sera demain à 15h30 pour le 3e webinaire de notre semaine consacrée au partenariat entre associations et collectivités. Merci à tous et à tous et très bonne fin de journée.